Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 mangas et 4 romans. Je vous annonce tout de suite, il y a un coup de cœur et il y a 2 romans qui ont frôlé le coup de cœur. Je vais commencer tout de suite avec le premier tome de Grigio et Gato. C'est un livre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Komiku Édition, que je remercie infiniment. C'est le premier tome d'une saga qui a été écrit par Ojoy. Ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Gato, qui vit dans une sorte de Venise. Alors, je ne sais plus si c'est précisé. Et on va le suivre. En fait, c'est un apprenti assassin. Il est avec son maître. Et son maître va décéder sous ses yeux et se transformer en golem. Et à la suite de cette transformation, le jeune homme va être contacté par une personne qui se dit être le dieu de la mort. J'en dis pas forcément plus parce que c'est ce qui est écrit dans la 4e de couverture, donc on va s'arrêter là. C'est un premier tome qui est assez introductif, mais qui est beaucoup moins sombre qu'il n'y paraît. Il y a vraiment une partie très humoristique. J'ai beaucoup aimé ce manga, ce premier manga. J'ai déjà beaucoup aimé les dessins. D'ailleurs, je peux vous montrer les dessins. Et j'ai adoré le personnage de Gato, que j'ai trouvé extrêmement drôle. C'est un jeune homme plein d'humour et qui est surtout très attiré par la nourriture. Et j'ai trouvé ça plutôt comique, ça vient rendre beaucoup plus léger le sujet qui est plutôt sombre de la mort. Mais la mort n'est pas vue ici comme une fin en soi. Vous verrez pourquoi si vous êtes amené à le lire. En tout cas, c'était super intéressant. Je lirai la suite avec grand plaisir parce que j'ai beaucoup aimé le personnage de Gato et j'ai beaucoup aimé l'atmosphère qu'on venait installer dans ce premier tome. J'ai lu ensuite le 3e tome de Minuscule, qui est toujours, je crois, c'est toujours chez Komiku Édition. Ici, je ne l'ai pas reçu en service presse parce que je me fais des petits plaisirs en m'achetant de temps en temps des tomes de Minuscule. D'ailleurs, j'ai encore le 4 et le 5 dans ma pile à lire. On suit toujours ici les aventures d'Akome et Mikoshi, c'est un manga tranche de vie, donc on va suivre leurs aventures. Alors là, cette fois-ci, il y a 3 petites aventures, enfin je crois qu'à chaque fois il y a 3 aventures, mais dont une principale qui est un petit peu plus musclée, dirons-nous, puisqu'elles vont être amenées à lutter pour monter une scène contre des vétérans qui ne veulent absolument pas qu'il y ait de scène à cet endroit-là. C'est toujours aussi plaisant. On finit souvent par la 2e et la 3e par des aventures plus doudou. La première est toujours un petit peu, pas toujours un peu plus musclée, mais donc on finit toujours sur une note un peu plus doudou et j'aime énormément. Il vient se poser la question dans ce tome de quel est le rapport, enfin quel est le lien entre Akome et Mikoshi. Mais je vous avoue que moi, ça me dérange pas du tout qu'on sache pas, parce que c'est pas ça que je viens chercher dans cet univers. On voit un petit peu Sardine, le chef je crois que c'est Akumei. J'adore Sardine, qui est une loutre, je crois que c'est une loutre ou un furet, enfin c'est en tout cas pas une sardine. Et c'est toujours très drôle, et c'était dans le tome 2 où vraiment on découvrait le monde du travail dans cet univers, et j'avais trouvé ça extrêmement drôle. Je me garde les tomes pour les déguster au fur et à mesure. C'est une saga qui est excellente pour justement la période quand on est un petit peu, voilà, l'hiver arrive, on commence à avoir froid. Elles ont vraiment cette dimension de vie dans un arbre, vraiment cocooning, qui fait tellement de bien. J'ai lu ensuite Les cicatrices de Claire Favant, que j'avais acheté à Brive l'année dernière. D'ailleurs, si jamais vous êtes de passage à Brive, je ne sais pas si cet update sortira après. Je pense que cet update sortira peut-être pendant que je serai à Brive ou après, mais en tout cas, j'y retourne cette année à la Foire du Livre avec plaisir. C'est le premier livre que j'ai lu de cette autrice. On va suivre ici un homme qui s'appelle Owen Maker, qui est un homme qui vit sa vie de vendeur de voitures. Il travaille pour son ex-beau-père. Son ex-femme avec qui il partage encore la même maison lui fait subir, enfin lui fait du chantage affectif à longueur de temps et menace tous les 4 matins de mettre fin à ses jours pour qu'ils se remettent ensemble. Il est vraiment dans un espèce de cercle où vraiment il est victimisé et il se victimise quand même pas mal. Et on va suivre en parallèle l'histoire d'enquêteurs qui sont à la recherche d'un tueur en série et d'un violeur de femmes. Et Owen va être accusé d'être ce tueur en série. Il va y avoir des allers-retours sur différentes périodes. Voilà, je ne vais pas tellement en dire plus. C'est un livre que j'ai bien aimé parce que je l'ai trouvé original dans les endroits où il allait. C'est-à-dire qu'au niveau de la construction, on était sur un personnage au winemaker assez classique, un tueur en série assez classique. Et en fait, il y a pas mal de retournements de situation
pas toujours ultra crédible, mais quand même pas mal du tout. Et il y a juste un personnage que j'ai moins aimé, je peux pas vous dire le casser, parce que, voilà, je peux pas vous dire, parce que je l'ai trouvé un petit peu trop exagéré, mais en dehors de ce... non, je peux même pas vous dire si c'est son genre, bref, je trouvais un personnage un poil exagéré, mais en dehors de ça, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé qu'on cassait un petit peu les codes habituels du polar et du policier. Claire Favant, elle va vraiment là où on ne l'attend pas forcément, mais pas, par exemple, de la même façon que Jérôme Loubry. On est sur autre chose, parce que Jérôme Loubry, par exemple, il part là où on l'attend pas, et c'est toujours hyper surprenant. Là, c'était surprenant, mais ça aurait pu rester classique, mais c'est quand même assez surprenant. J'ai bien aimé, mais enfin, il n'y a pas de mais, en fait. J'ai bien aimé, c'est juste que c'est pas un coup de cœur, parce que il y a eu ce petit truc à un moment donné où je me suis dit, c'est peut-être un tout petit peu trop. Mais en dehors de ça, c'était une lecture que j'ai trouvée hyper plaisante, agréable, je ne pourrais pas dire ça parce qu'on parle quand même de femmes séquestrées, donc on n'est pas sur les aventures de Winnie l'ourson, mais j'ai quand même beaucoup apprécié parce que justement ça sortait un petit peu des sentiers battus et j'ai trouvé ça justement intéressant. On passe maintenant aux 2 livres qui ont frôlé le coup de cœur. Je vais vous expliquer pourquoi, évidemment. Le premier, il s'agit de Dans la forêt de Jen Egland, chez Totem, chez Gallmeister, édition Totem. C'est un livre qu'on m'avait chaudement recommandé et c'est un livre également où vous avez été plusieurs à me dire attention, il faut que tu sois dans un bon mood quand tu le connais, quand tu le commences. Je l'ai commencé à un moment où ça allait hyper bien. Je l'ai commencé à un moment où j'étais un petit peu en week-end vacances. Donc ça tombait vraiment bien. On va suivre ici l'histoire de 2 jeunes filles, Nell et Eva, qui vivent en fait dans la forêt avec leur père. Et au moment où l'histoire commence, on va arriver à une fin du monde. Et ça va être la fin du monde. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, mais c'est la fin. Et on va suivre ces 2 jeunes filles qui ont 17 et 18 ans, qui étaient promises à un avenir professionnel certain. C'est pas le bon terme, mais un super avenir professionnel. Il y en a une qui devait devenir danseuse, l'autre qui devait intégrer une grande université. Et évidemment, tout ça tombe à l'eau. Et on va suivre un petit peu comment elles vont survivre, comment elles vont vivre, comment elles vont survivre avec leur père, qu'est-ce qui va se passer par la suite. J'ai beaucoup aimé être dans ce huis clos, dans cette forêt extrêmement euh, oppressante. Alors il y avait un côté, elles vont chercher beaucoup dans cette forêt, donc il y a quelque chose de bienveillant dans cette forêt, mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement angoissant parce que on ne sait pas ce qu'il y a autour et finalement le règne animal reprend, enfin le règne animal reprend sa place au-dessus de l'homme en fait, puisque quand l'homme n'a plus tous les outils nécessaires pour lutter contre un ours par exemple, il ne fait pas le poids, c'est le cas de le dire. Et c'était super bien. Le seul truc, c'est qu'il y a une scène que j'ai trouvée complètement what the fuck. Je n'utilise jamais cette expression, mais là, j'ai pas d'autre terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais c'est marrant parce qu'on m'avait prévenu. J'arrive à cette scène et là, je me dis, mais quoi? Mais non, mais non, mais quoi? Mais je ne comprends pas, mais pourquoi? Voilà, j'ai pas compris et en fait, ça m'a pourri une partie de ma lecture parce que j'ai détesté cette scène que je n'ai trouvée absolument pas cohérente avec le tempérament des personnages, que je n'ai trouvée absolument pas crédible, que j'ai trouvée mal placée et j'ai trouvé ça dommage parce que tout le reste était tellement bien, j'étais tellement bien avec ces 2 filles. Alors c'est pas un coup de cœur également parce que malheureusement j'ai eu trop envie de le comparer à Le Mur Invisible de Marlène Haushofer que j'ai lu, je pense que c'était en début d'année, que j'avais vraiment surkiffé avec ce côté survie dans les bois. Je l'aurais lu avant, ça n'aurait pas fait cet effet-là. Là, il y avait vraiment l'effet de comparaison. Et cette fameuse scène qui vient tomber comme un gros cheveu sur la soupe. Alors, le gros cheveu, vous savez, c'est pas le petit blond discretos qui ressemble à du duvet. Non, là, c'est le gros cheveu bien gras, bien épais. Bras, vous voyez quoi. Et du coup, ça m'a coupé. J'étais là, mais c'est trop dommage en fait. Et je me pose la question, pourquoi est-ce que je vois pas l'intérêt en fait. Ça n'en reste pas moins une lecture que j'ai trouvée très très chouette et dont j'ai énormément aimé la fin parce qu'elle va là où je ne l'attendais pas. Là, et on est vraiment sur une fin où je resterai marquée par cette fin que j'ai trouvée très lumineuse, très comme la couverture. Voilà. Je trouve que la couverture est très représentative de ce qui se passe dans ce livre. J'ai bien aimé suivre ces 2 personnages qui sont pas forcément aimables dans le sens que l'on aime ou que l'on n'aime pas, parce qu'elles sont très particulières
Neil et Eva ne sont pas forcément attachantes. On les aime bien, mais il y a quelque chose chez elles qui est un petit peu antipathique. Mais j'ai beaucoup aimé ce rapport à jamais je t'aime moi non plus dans la sororité. Enfin là, c'est la sororité, c'est deux sœurs, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur parce qu'il y a cette scène. En dehors de ça, si j'enlève cette scène-là, je pense qu'on en est vraiment pas là. J'ai lu ensuite une cosmologie de monstres de Shaun Hamill que j'ai reçue en service presse de la part de la maison d'édition Albin Michel Imaginaire. Là aussi, on frise le coup de cœur. Je vais vous dire pourquoi. Également, on va suivre ici la famille Turner. On va la suivre par le regard d'un personnage, d'un des enfants. On comprend très vite qu'au départ, il n'est pas là. Cette famille est composée de deux filles, deux grandes et un petit garçon. Au démarrage, il n'y a que les deux grandes. On va les suivre dans cette. Alors, les Turner, en fait, ils ont des revenus, enfin, ils vivent leur vie d'Américains moyens. Et en fait, le père a l'idée un jour de construire une maison de l'horreur. Et en fait, juste au moment où il décide de construire la maison de l'horreur, il va commencer à avoir des problèmes de santé mentale, enfin, pas de santé mentale, des problèmes il va commencer à avoir des problèmes de santé et qui vont notamment avoir un impact sur son comportement. Et on va suivre cette famille qui va plonger doucement mais sûrement dans l'horreur et on va découvrir une cosmologie de monstres. Ici, on est sur un récit extrêmement fantastique et alors ça a été comparé à H.P. Lovecraft. C'est vrai qu'il y a ce côté extrêmement angoissant et oppressant qu'on peut retrouver chez Lovecraft. Il y a également une grosse touche de King quand même parce que il y a vraiment ce côté où on ne sait pas trop où on va. On voit qu'il y a des choses qui nous dépassent. Je pense qu'il y a beaucoup de métaphores dans ce bouquin. Il y en a certaines que j'ai comprises, mais d'autres j'ai dû très certainement passer à côté. J'ai adoré La Plume de Shaun Hamill et j'ai adoré suivre cette famille dans ces complications, dans ce mélodrame qu'elles peuvent vivre, qui sont très caractéristiques à la vie de famille. Ce qui m'a le moins plu, c'est que j'aurais aimé qu'on parte sur quelque chose de rationnel à un moment donné, ce qui n'a pas forcément été le cas, et j'aurais aimé que ça soit genre l'apothéose pour moi, ça aurait été vraiment qu'on tombe sur quelque chose genre, eh ben en fait c'était ça. Ça n'a pas été le cas, mais ça n'empêche, c'est juste ce qui a fait que ça n'est pas un coup de cœur, mais tout le reste du récit était extrêmement addictif, tant au niveau de la plume qu'au niveau du tempérament des personnages. J'ai adoré suivre le fils qu'on suit principalement. Les parents sont assez atypiques et les deux sœurs ont un destin absolument incroyable. On reste quand même sur beaucoup de points d'interrogation à la fin de cette lecture, mais c'est pas dérangeant parce que ce qu'il faut, c'est vraiment se dire à un moment donné, ok, là, j'embarque sur le bateau. Vous n'êtes pas droit en fait depuis tout à l'heure, ça me perturbe. Voilà. Il faut se dire à un moment donné, j'embarque sur le bateau du fantastique. On est vraiment là, ce livre-là, c'est vraiment le moment où on bascule sur, on est dans notre monde et on n'est pas dans un monde de fantasy, on n'est pas dans un monde de science-fiction. On a vraiment cette part, c'est vraiment exactement les caractéristiques du monde du domaine je vais pas y arriver, du fantastique, avec vraiment cet univers genre un peu angoissant, un peu. Il y a eu un moment où quand même la lecture m'a retourné le bide. Alors je ne saurais plus exactement quand est-ce que c'était, mais c'est une réflexion que je me suis faite. À un moment donné, je me suis dit, ça m'était jamais arrivé dans une lecture de me dire, ok. Alors ça m'a pas retourné le bide parce que c'était gore, hein, ça m'a pas retourné le bide parce qu'il y a un monstre, enfin c'est pas ça. C'est au niveau de l'angoisse, il y a quand même quelque chose d'extrêmement oppressant dans cette lecture. Je trouve que la couverture, elle est assez représentative de ce truc, genre petit à petit on sent qu'il y a quelque chose qui se resserre et on comprend pas ce que c'est. Et si on arrive à... J'ai du mal à respirer rien que d'en parler, et si on arrive à lâcher prise et à se dire, ok, alors on y va quoi. Il veut qu'on y aille, Sean, on y va, mais il n'y a pas de souci. C'est juste que le tout petit bémol pour ma part, c'était vraiment de me dire, j'aurais bien aimé que ça soit un petit peu plus concret, un petit peu plus réaliste derrière. Mais après, c'est Albin Michel imaginaire. C'était pas parti pour être Albin Michel réaliste. Voilà. Donc du coup, il fallait partir aussi avec la bonne base. Mais c'est une lecture que je ne peux que vous conseiller si vous n'êtes pas habitué. Alors, si vous n'êtes pas habitué au fantastique, vous pouvez y aller, mais faites attention parce qu'on est quand même sur un récit entièrement fantastique. On n'est pas sur un récit avec
quelques touches de fantastique, parce que ça peut arriver. Non, non, là, on est vraiment genre on baigne et il n'y a que ça, quoi. Mais ça n'a pas empêché d'avoir un attachement réel au personnage et d'avoir des sujets qui sont soulevés. On est dans les années 90, je crois. Je crois qu'on est en 93 au démarrage, je ne sais plus exactement. Et il y a des sujets de santé mentale, il y a des sujets, enfin, il y a les thématiques de santé mentale et d'homosexualité qui sont soulevées et qui sont très intéressants. Et c'est ce que j'aime aussi dans ce genre de récit, c'est que ça permet d'aborder des sujets un petit peu plus profonds, même si on est sur quelque chose de, même si on est du domaine de l'imaginaire. Je vais terminer cet update par un énorme coup de cœur. Alors je vous préviens, on est à l'heure actuelle, pour moi, le 6 novembre 2023. Donc il reste encore presque 2 mois avant la fin de l'année, mais vu comme c'est parti, je pense qu'il y a de fortes chances que ce livre soit mon coup de cœur de l'année 2023. Je vous parle de Legend and Legends and Lattes, je ne sais pas comment on dit, Legend and Latte, de Travis Baldree, que j'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition Inis, que je remercie infiniment. De toute façon, je remercie toutes les maisons d'édition, évidemment. Je les remercie toujours en barre d'infos, évidemment. On va suivre ici l'histoire de Vive, une orque qui est mercenaire et qui un beau jour en a ras la casquette de tuer du méchant et de sauver des princes en détresse et tutti quanti, tout ce qui est dans sa vie de mercenaire. Elle en a marre et elle décide d'ouvrir un café dans la ville de Thuin. Alors, dans ce monde-là, on est dans un monde de fantaisie médiévale. Donc, dans ce monde-là, le café n'existe pas. Enfin, il existe, mais chez les gobelins, très loin. Et elle, vraiment, c'est un ovni qui veut ouvrir son café, quoi. Personne ne connaît le principe du café. Qu'est-ce que ça... Enfin, personne ne connaît le principe du café comme boisson, mais personne ne connaît le principe du café comme lieu de vie, de partage. Et donc, du coup, Vive, elle décide vraiment, elle est attachée à cette idée. Elle est très... voilà, elle a envie de monter son commerce. Elle décide de racheter une étable, de la retaper. Elle fait appel à différents personnages, enfin, à un personnage pour l'aider à retaper l'étable. Et ensuite, elle vient mettre une annonce pour recruter du personnel. Et c'est Tendry, qui est ici, qui est une succube. Je crois que c'est Tendry. Oui, c'est ça, Tendry. Qui est une succube qui va venir, qui va être embauchée par Vive pour servir dans son café. On va vraiment suivre le déroulé du montage du commerce de Vive avec progressivement, qu'est-ce qu'elle va proposer comme boisson, qu'est-ce qu'elle va proposer, est-ce qu'elle va partir sur d'autres choses, il va y avoir d'autres personnages qui vont rentrer, qui vont venir travailler dans ce commerce, et qu'est-ce qui va se passer, elle va être confrontée à une mafia locale qui évidemment va essayer de lui soutirer de l'argent pour la défendre, et c'est hyper intéressant. Alors ce qui est hyper intéressant, il y a plusieurs points qui sont intéressants. Le premier, c'est que on est placé dans un contexte de fantaisie, ce que je n'ai jamais vu. C'est-à-dire là, on est dans de la fantaisie cocooning, de la fantaisie douillette. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le principe de la fantaisie où ça ne se tabasse pas à coups de glaive et à coups de ce que vous voulez, de massue. Et au contraire, on est sur quelque chose de très doux. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais lu. À part, effectivement, ça pouvait se trouver chez, je l'ai montré ici, là, chez Terry Pratchett. D'ailleurs, l'auteur en parle à la fin, mais en dehors de ça, c'est un contexte que je n'avais jamais vu. Puis, il y a le fait que ce soit un personnage vive. On serait dans un monde réel, ce serait une femme qui essaie de monter son commerce, elle serait confrontée au fait que c'est une pauvre femme sans défense et qui se retrouve face à la mafia. Bon, peut-être que ça pourrait être une femme super-héroïne qui manie hyper bien les nunchakus. Mais sauf que, globalement, on se serait retrouvé avec vraiment cette problématique. Et là, c'est pas le cas, parce qu'en fait, Vive, c'est une orque. Elle fait, je sais plus si c'est précisé, mais elle doit faire bien 2 mètres. C'est une espèce d'énorme masse de muscles. Donc en fait, c'est pas du tout les mêmes problématiques. Vive, c'est une force de la nature. Elle est, voilà, c'est une orque, quoi. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors derrière, il y a marqué une tasse de fantaisie, des tranches de vie savoureuses, et je vous dirai pas la troisième partie de la phrase parce que ça c'est quelque chose que j'ai découvert sur la fin et que j'ai trouvé extrêmement mignon, extrêmement doux. Tout a fonctionné dans ce livre, tout a fonctionné, j'étais hyper bien dans l'univers, j'ai adoré les personnages, que ce soit Vive ou Travis ou tous les différents personnages qui travaillent dans le café. J'ai adoré l'univers dans lequel on est. Il y a eu un moment où j'ai ri, vraiment. J'ai pas pleuré parce que c'est pas un livre qui est tire-larme, mais j'ai tout aimé en fait. J'ai tellement tout aimé que j'ai envie de le relire maintenant. Sauf que j'ai plein de livres à lire et que je vais pas passer ma vie à lire le même livre. Et en tout cas, c'est une lecture qui est d'une incroyable douceur. Et je pense que à l'heure actuelle, on est dans un
contexte mondial assez anxiogène. Que ce soit national ou mondial, c'est très compliqué. Et ce genre de lecture, en fait, ça fait énormément de bien parce que moi, ça m'a transportée dans un monde imaginaire. Et en me transportant dans ce monde imaginaire, je me suis retrouvée dans un cocon tellement doux, tellement moelleux, tellement agréable que j'avais pas envie d'en sortir en fait. Je prenais le livre et en fait, enfin, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je prenais le livre et je me disais, non, 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 mais ne lis pas trop vite, ne lis pas trop vite. Ah, c'est trop tard, j'ai lu 50 pages, j'aurais pas voulu lire autant. Parce que j'avais envie d'y rester en fait. J'avais trop envie de rester dans cet univers dans lequel j'étais si bien. Je pense pas qu'on aura la suite et je pense pas que ça mérite une suite en fait. Un tome, ça suffit, mais c'était tellement bien, c'était tellement chouette. Bon, je vais pas passer 2 heures à vous dire la même chose, mais je pourrais épiloguer pendant 3 heures, 2 à 3, on a gagné 1 heure, sur ce bouquin tellement il est bien, tellement il est chouette, tellement il est doux. Vous voyez là, cette espèce d'ambiance qu'on a de café, douillette, là, avec les petites viennoiseries. Ben voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Ce livre, c'est exactement ça. C'est une bonne petite pâtisserie tiède qu'on prend dans un bon canapé moelleux avec un petit plaid, un chat qui ronronne sur les genoux, un feu ronflant. C'est parfait. Ce livre était parfait. Ben voilà, c'en est tout pour cette update lecture qui, ma foi, était riche en bonnes lectures. Je me suis vraiment régalée. En plus, je les ai enchaînés. J'en ai d'autres à vous présenter. Je vais vous tourner un update lecture, je pense, assez rapidement. C'est vrai que d'avoir des lectures dans lesquelles on se sent bien fait que forcément on les absorbe beaucoup plus facilement. Les prochaines lectures sont également pas mal du tout. Je suis vraiment dans un mood dans lequel de super lecture. Je suis dans un mood où je me sens extrêmement bien. Les jours raccourcissent, il pleut, il va commencer à faire nuit beaucoup plus tôt. J'adore ça. Donc, je ne peux que avoir envie de me mettre au coin du feu avec un bon bouquin, même si c'est pas du tout le temps que j'ai. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous passez de belles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'une de ces lectures vous attire plus particulièrement. Et sinon, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu une. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois et une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!